Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Je suis gelé. Hey, c'est toi qui parles de température, là? Ben oui, parce que je suis sûr que t'en aurais pas parlé. Écoute, il fait moins 1 million Celsius. Il fait fret ici au Québec. Ouais, fait froid. On a eu, enfin, quoi, la nuit dernière. Je sais que ma blonde, dimanche matin, elle était en ski de fond, moi j'ai pas pu l'accompagner. Et elle est partie, il fallait qu'elle revienne tôt, donc elle est partie le matin dans la tempête et il faisait moins 39 degrés sur le lac parce que c'est un endroit qu'on fait tous les ans, on va skier dans le parc de la Mauricie. Puis bon, malheureusement, je pouvais pas être avec elle, puis là, elle revenait par elle-même tôt le matin. Elle dit moins 39 degrés là, sur le lac. Elle dit c'est froid. C'est très froid. Puis maudit pays de fou, jeudi, ça va être au-dessus de zéro. Oui. Puis il va tomber de la pluie. Ah, c'est ridicule. Un vrai pays de fou. Ben, je sais pas si c'est le pays qui est fou ou si c'est la planète qui a de la misère avec c'est le réchauffement de la planète. Ah, peut-être une combinaison des deux. Anyway, on n'est pas là pour parler de température. Non. Guy, aujourd'hui, moi, je suis très heureux parce qu'on va parler d'un de mes produits préférés, Azure DevOps, donc une composante d'Azure DevOps avec notre invité Étienne Tremblay. Bonjour Étienne. Bonjour Mario, bonjour Guy. Hey, salut. Puis avant d'aller de l'avant avec l'entrevue sur, on va parler d'Azure Pipeline avec Étienne. Donc avant de parler d'Azure Pipeline, moi je voulais juste faire noter à nos auditeurs que je vais mettre un lien sur notre page web, c'est-à-dire que je vais me mettre à publier un newsletter. Donc comme Guy me disait en riant juste précédemment avant qu'on commence à enregistrer, je suis très années 1980. Ben écoute, au moins t'envoieras pas ta newsletter par fax. Non, ça va être par email, le bon vieux email qui en 2019 fonctionne encore, Guy. Donc je vais publier un newsletter personnel essentiellement. Bon, il y a peut-être certains de nos auditeurs le savent, mais bon depuis quelques années, là, mais surtout de cette dernièrement, je suis très impliqué dans le lancement d'une entreprise, d'un produit qui s'appelle To-Do Studio. Puis le newsletter, ben c'est une fois au mois, 2 mois, je vais envoyer des petites nouvelles. Où est-ce qu'on est rendu? Comment ça avance? Donc, ça va s'appeler En route vers To-Do Studio. Puis, donc, s'il y a des auditeurs qui sont curieux et qui veulent suivre les péripéties, ben je vais mettre le lien, vous pourrez vous abonner. Ça vous engage à rien, là, c'est gratuit. Puis si à un moment donné, vous trouvez ça plate, vous faites juste vous désinscrire. C'est la beauté là, d'un newsletter. On prend ce qu'on y trouve de positif. Moi, je sens le besoin de raconter un peu tous nos parcours puis qu'est-ce qu'on vit, parce que c'est quand même une aventure, en tout cas dans mon cas, moi, que je trouve palpitante. Je pourrais comprendre que pour certaines personnes, ça les intéresse pas et c'est correct. Puis j'ai envie de partager ça. Donc, dans la langue française en plus, donc c'est ça qui va être bien. Mm-hmm. En effet. Puis, Guy, toi, je sais que on fait une petite interlude aussi de 2 petites secondes. Tu as toujours ta formation sur Azure. Oui. La prochaine est au début avril à Montréal. Donc, si vous voulez savoir plus sur les containers, le serverless, la modernisation d'applications .NET vers toutes ces nouvelles technologies-là, ben c'est une formation de 2 jours qui est parfaite pour ça. Puis, ben là, nos auditeurs, c'est le fun là, d'avoir des petites nouvelles comme ça, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'on parle du sujet Ben oui. Azure Pipeline. Puis, Étienne... Les pipelines! Oui, les pipelines. On se posait la question, parce que on le prononce toujours à l'anglaise. J'ai pas eu la chance encore de parler avec quelqu'un sur Paris ou ailleurs en Europe, s'ils disent Azure Pipeline ou s'ils disent Azure Pipeline. J'imagine qu'ils disent probablement Pipeline parce que, en tout cas, on est très influencé par
Ben écoute, ça s'écrit pareil. Il y a déjà ça s'écrit pareil, effectivement. Ouais, c'est ça. On va dire pipeline durant l'émission. Ouais, puis nos auditeurs, quand même, sont habitués, là. Si on fait d'informatique, on sait que beaucoup de choses se passent dans la langue de Shakespeare. Étienne, la formule est toujours la même, hein? On aime ça, rappeler à nos auditeurs qui est notre invité. C'est pas ton premier podcast que tu fais avec nous, c'est probablement 5e, 6e, si c'est pas plus, parce que tu es un invité récurrent. Dans les 15 dernières années, on t'a vu plusieurs fois. Oui, je vous remercie d'ailleurs. Oui. Et toujours, puis il y avait toujours une quelque chose de très constant dans toutes les présentations, c'était toujours autour du ALM, Application Lifecycle Management. Puis terme qui devient totalement désuet aujourd'hui. Je pense que le vrai terme, c'est plus DevOps. Puis ALM, je pense qu'on associe encore ça avec du waterfall. C'est drôle, hein, mais quand on utilise la terminologie ALM, souvent on dit OK, c'est pour le application lifecycle, c'est lifecycle, c'est long, c'est pas agile. Tandis que DevOps, c'est pour faire les affaires plus rapides, tout ça. Fait que faut aller avec le temps, puis ben là, on est rendu des experts DevOps. C'est quand même assez rigolo parce que moi aussi j'ai la même certification que toi, donc du côté DevOps. Pour nous, c'est juste un cheminement tout à fait normal. Puis pour beaucoup de personnes qui décident de se lancer dans ce domaine-là, eux, c'est comme tout un nouveau monde qu'ils découvrent. Donc, puis ce qui nous aide, c'est plus qu'on a fait ça depuis plusieurs années, ben c'est rien de nouveau et on peut facilement se mettre à prendre les dernières nouveautés, dont entre autres ce qu'on va discuter aujourd'hui, le Azure Pipeline. Ben, je suis en train d'oublier de rappeler à nos auditeurs que tu es un MVP autour de DevOps, puis que tu es un conseiller DevOps senior chez Imaginette, ce que tu fais au jour le jour. Pour te connaître, tu demeures sur Montréal, puis on a la chance quand même d'être pas proche, là, mais on se connaît. Je sais que tu passes une partie de ta vie dans des avions à faire des contrats à travers partout en Amérique du Nord. C'est le plaisir d'être un consultant expert mondial en DevOps. Ben, je suis même allé à Bordeaux cet été pour faire un petit contrat là aussi, fait que de 2 semaines. Oui, dans la belle langue de Molière à ce moment-là. Effectivement. Puis est-ce que, juste par curiosité, est-ce que les gens avaient du plaisir avec ton accent ou ça s'est bien passé? Bien sûr, c'était toujours ça. Puis c'est pas juste l'accent. L'accent, c'est une chose, mais c'est les expressions. C'est on voit les mêmes choses parce que Netflix, c'est partout dans le monde. Donc, on voit les mêmes émissions, mais on les perçoit pas de la même façon. C'est vraiment drôle. J'aime bien... j'aime toujours ça avoir des conversations avec mes amis français. Puis, donc pour la petite histoire, c'est ce que tu fais au jour le jour. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne Azure Pipeline, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça. Surtout que c'est un produit qu'on peut dire qui est fondamentalement gratuit. En tout cas, faut vraiment que tu l'utilises beaucoup pour que tu aies besoin de sortir des sous. Donc, pas de raison de pas vouloir l'utiliser. Mais commençons par expliquer qu'est-ce que c'est Azure Pipeline. Ben, Azure Pipeline, c'est la solution CICD. Donc, en français, ce serait ICDC, je présume. Intégration continue, déploiement continu. En anglais, c'est Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc, c'est la solution CICD, qui est équivalent dans le marché open source à Jenkins, qui te permet là, de build puis de déployer via des applications Java. Et puis, ben, dans le fond, c'est le gros investissement de Microsoft dans Azure DevOps, c'est dans les pipelines. Parce que, en plus, dû à l'acquisition de GitHub, ils donnent des minutes de pipelines pour les projets open source qui sont hostés sur GitHub. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il faut que tu en fasses beaucoup pour que ça soit payant. Mais si tu fais un projet open source, c'est totalement gratuit. Et puis, si tu t'en sers dans une petite équipe, par exemple de 5 personnes, ben t'as énormément de minutes. T'es rendu, je pense, qu'ils donnent 400 minutes par mois de build et déploiement. Donc, c'est quand même beaucoup. À moins que tu fais beaucoup de build puis de déploiement là, de tes applications, ce qui est pas impossible. Mais même acheter un agent
un agent hosté. C'est $40 par mois, je pense. Puis cet agent-là te donne unlimité de minutes. Donc, t'as même plus la barrière de 400 minutes, là. T'en achètes un par mois, puis t'en as illimité. Donc, ça coûte vraiment pas cher pour vraiment utiliser la plateforme à son maximum. Puis tu dis t'en achètes un. Ici, on parle d'un service hébergé sur Azure. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours possible aujourd'hui d'installer ses propres serveurs, puis de prendre la version TFS 2019, qui est l'équivalent du produit de Microsoft qui est sur le cloud. TFS pour Team Foundation Server, qui existe encore en 2019 et qui va probablement exister encore plusieurs années, qui est donc le même code source, mais qui roule localement sur une machine Windows. Tout à fait. Mais si t'as pas d'infrastructure, je recommanderais à personne de s'installer ça. T'es bien mieux d'aller tout de suite sur le cloud. C'est zéro installation. Le service est offert à un prix qui est difficilement difficile à battre. Oui. Et t'as toujours en plus l'avantage que c'est Microsoft qui maintient, qui fait évoluer la plateforme pour toi. T'as toujours la dernière version qui fonctionne bien. Puis quand je disais le $40, c'est pour la version dans le cloud, là. C'est pas le $40, c'est pas parce que tu vas hoster une VM dans Azure, là. C'est vraiment pour la solution hostée. Si tu veux te bâtir une infrastructure toi-même dans Azure, pas on-prem, mais dans Azure, tu peux te créer une VM dans Azure puis installer un agent là puis maintenir ton agent comme tu dis. Mais encore une fois, tu es comme un peu hybride à ce moment-là. Donc, dépendamment des besoins de l'entreprise, dépendamment de ce qu'ils veulent faire, ben il y a un choix là-dedans là, de où est-ce que tu veux dépenser ton... Parce que si tu crées ta VM puis tu mets ton agent, t'as pas de coût du tout. T'as pas le $40 par mois à payer parce que c'est toi-même qui host ça dans Azure. Sauf que tu vas probablement payer $40 pour ta VM par mois. Donc, est-ce que tu préfères payer $40 pour une VM puis avoir plus de contrôle et de la maintenance à faire, ou est-ce que tu veux payer ton $40, avoir un peu moins de contrôle parce que c'est eux qui le hostent, mais t'as pas de maintenance à faire. Donc, tu sais, c'est vraiment un choix, là. Je pense que rendu là, chaque entreprise décide ce qu'ils veulent faire. Mais bon, personnellement, moi je pense que facilement plus de 90% de la clientèle cible peut facilement vivre avec le produit sur le cloud, le service, la solution service. Ouais. C'est celle-là sur laquelle on va focuser aujourd'hui. On va expliquer aux gens à quoi ça sert. Donc, tu as parlé de intégration continue, déploiement continu. Donc, mais là, on va dire, je vais juste définir c'est quoi ça. Donc, l'intégration continue, ça date de longtemps. Écoute, depuis 2000 au moins, puis même peut-être avant, là. Ça a surtout sorti dans le temps du mouvement agile. Puis c'est de dire, ben, à chaque fois que je compile à chaque fois que je fais un changement à mon code, quand je fais un archivage, un check-in, ça démarre un build, puis mon build, ben, il est construit automatiquement avec mon changement. Puis là, je valide que ce que tous les autres ont fait, ça continue de se construire correctement, puis tout ça. Donc ça, c'est l'intégration continue. Puis là, dans les dernières années, on a sorti la terminologie CD, ou DC, là, qui est le déploiement continu. Donc là, après qu'on a construit notre build avec un check-in, ben là, on pousse l'affaire plus loin, puis là, on déploie directement. Il y en a qui déploient directement en production, il y en a qui déploient dans un pipeline, c'est pour ça qu'ils appellent ça un pipeline, donc de plusieurs environnements comme dev, test, UAT, puis production, par exemple. Ça, c'est un genre de pipeline. Tout le monde appelle ça des titres différents, des raisons différentes, mais dans tous les cas, c'est pour passer notre application dans un goulot de test, puis s'assurer que quand ça va arriver en production, ben ça va être solide, puis que le code il va avoir été testé dans plusieurs environnements avant. Et puis donc ça c'est la terminologie CICD là, c'est ça en gros. Et puis il y a aussi peut-être un présupposé que tu veux déployer plus souvent qu'une fois par année. C'est-à-dire que si tu déploierais juste quand j'ai connu l'époque dans les années 90, même à l'époque, on déployait pas, on faisait un CD-ROM qu'on vendait. Mais maintenant que c'est plus un service, essentiellement, historiquement, les gens faisaient un déploiement par année ou 2 déploiements par année, mais dans un modèle CI/CD, c'est vraiment que tu veux déployer à toutes les itérations, donc tu es agile, puis ça veut dire qu'au moins une fois par mois, tu déploies du nouveau code pour tes utilisateurs.
Donc là, tu as fait deux assumptions dans ta dernière phrase. Tu as dit que c'est différent maintenant, ce qui est pas le cas. Le monde déploie encore une fois par 6 mois dans bien des shops. Oui. Puis la deuxième assumption que tu as dit, c'est que tu vas déployer une fois par mois, il y a du monde qui déploie 4 fois par jour, puis il y en a qui déploient une fois par année encore, tu vois. Donc on a toutes les sortes de monde. Mais CICD, le but de ça, c'est de dire que c'est de continuer l'intégration. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait mon check-in, ça intègre en disant, je fais un build de mon code, et ça continue, donc la chaîne, ça dit, ben après que j'ai un build, généralement, je veux le mettre quelque part. Donc, je continue, puis je le déploie quelque part automatiquement, généralement en dev. Puis après ça, les environnements futurs, jusqu'à la production. Il y en a qui vont direct en production, ils font un build, puis ils passent à travers des tests. Si les tests fonctionnent, ils l'envoient en production. Il n'y a pas de... Puis ils testent en production. Puis il y en a d'autres qui disent non, on peut pas faire ça parce que, bon, pour n'importe combien de raisons. Puis à ce moment-là, ils préfèrent aller en dev, puis après ça en test, pour avoir une espèce d'environnement intégré / test. Après ça, ils veulent aller en UAT pour que leurs clients testent, puis après ça, ils veulent aller en production. Donc, il y a plusieurs modes, puis généralement, ça dépend des applications. Tu sais, les Facebook de ce monde, ils veulent aller direct en production parce que ils veulent pas mettre ça dans un petit groupe de monde. On va faire un bêta test avec eux autres, puis tout ça. Ils préfèrent aller direct en prod, puis y aller avec un modèle AB là qui est, on va l'envoyer à certaines personnes, on va leur montrer ce type de build-là, puis à d'autres personnes, on leur montrera pas ce type de build-là, puis voir la réaction de ceux qui vont l'avoir. Ça peut être 5%, 10% du monde qui frappe le site. Ils voient la nouvelle affaire, puis là, ils passent des commentaires. Ils disent « Ah, écoute, ça m'intéresse pas pantoute, c'est pas bon du tout. » Ou bien ils disent « Hey, ça, c'est super cool, donnez-le à tout le monde. » Donc, tu sais, il y a plusieurs façons de comment on veut déployer nos affaires puis comment on veut les maintenir. Donc, là-dessus, c'est ça. Puis un des mots que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est le mot automatisé, c'est-à-dire que ce déploiement continu-là, la clé, c'est qu'on veut que ce soit un robot qui déploie, pas des êtres humains, parce qu'un robot, c'est prévisible, ça fait toujours la même recette. Et essentiellement, Azure Pipeline, si je te comprends bien, c'est la technologie qui va nous permettre de mettre en place ce robot-là puis de définir la recette de déploiement. C'est en plein ça. Et puis là, il y a une nuance qui est importante, c'est que c'est toujours en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est le build, ou la construction du livrable. Ils appellent ça souvent des artefacts, là, de ce que tu vas déployer. Et ensuite, tu déploies le livrable. Puis je pense que j'aimerais ça que tu rappelles à nos auditeurs qu'on devrait construire une seule fois et après ça déployer multiples fois dépendant le nombre d'environnements le même bloc, parce que j'ai trop vu de place où est-ce que à tous les fois qu'on allait vers un nouvel environnement, on recompilait, puis là, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, ben écoute, je rappelle à nos auditeurs ce que tu viens juste de dire. Mais faire sa part, Mario, t'as pas tort. J'étais chez un client la semaine passée et puis il faisait une construction d'artefacts en dev et en test. Après ça, il faisait un merge dans la mainline, puis il refaisait un nouveau build qui ensuite envoyait en pré-prod puis en prod. Donc là déjà ça cause des problèmes parce que tu sais pas ce que tu vas avoir sur ton mainline puis tout ça, mais c'est pas une émission sur la gestion des branches. On en a sûrement eu d'autres dans le passé, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est très 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 important que l'artefact qu'on construit puis qu'on teste dans les environnements dev, test, tout ça, que c'est ce même artefact-là qui se rend jusqu'en production et puis que on le modifie pas avec d'autres codes, on fait pas un nouveau numéro de version qui vient d'une autre branche, tout ça. Puis ça c'est très très important. Donc pratico-pratique, on est dans le ça va l'air de quoi quand on veut créer justement un pipeline dans Azure Pipeline. Donc c'est un site web. OK. C'est l'application web qui est disponible à votre nom, votre tenant.visualstudio.com ou maintenant azuredevops.com/votre tenant. Là. Il y a une nouvelle adresse pour se rendre là. Puis ça se rend au site web et puis de là, ben on drag and drop, on ajoute des tâches. Donc, il y a un inventaire dans le produit de peut-être une centaine de tâches disponibles. De toutes sortes, là, PowerShell, Zip, copier, exécuter une installation d'un template ARM, etc., etc. Il y en a des milliers. Il y en a des centaines. Et puis, sur le marketplace de Microsoft, parce qu'il y a un marketplace pour Visual Studio
Azure DevOps puis VS Code, marketplace.microsoft.com ou marketplace.visualstudio.com. Puis là-dessus, ben il y a du monde dans l'industrie là qui crée leurs propres tâches. Eux autres aussi, je vais prendre un exemple comme le produit ServiceNow. Ils ont un ajout qu'il y a sur le marketplace que tu peux ajouter à ton instance d'Azure DevOps. Et puis, ben ça fait une intégration entre Azure DevOps et ServiceNow. Tout intégré, tu as juste à mettre ton numéro de clé API, puis ça va tout le monde va se parler, puis tu peux créer des interventions dans ServiceNow, tu peux recevoir une intervention de ServiceNow dans Azure DevOps pour démarrer un build ou démarrer un release là, parce que quelqu'un l'a approuvé, par exemple, dans ServiceNow. Donc, il y en a toutes sortes. Et puis, en plus, on peut créer les nôtres. Donc, si on veut s'y mettre, il y a de la documentation un peu partout là, sur l'Internet sur comment faire ça. Et puis, ben, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est on prend un PowerShell que on pourrait passer comme à la tâche PowerShell pour dire exécute-moi ça, puis voici les paramètres, ou on pourrait l'enrober dans une tâche, toute bien ficelée. Et puis on fait un petit plus, on l'ajoute à notre pipeline, et puis à ce moment-là, il apparaît dans notre link, puis là, c'est nous qui décide des paramètres qu'on veut passer, puis on peut faire une belle interface pour notre usager avec un petit drop-down, choisit tel paramètre pour l'envoyer à notre tâche, et puis ça, c'est ce qu'on a fait là chez beaucoup de clients là. Moi je fais ça là. Je fais des tâches custom que j'enrobe puis que je leur mets dans leur pipeline pour que ça paraisse mieux, par exemple. Donc pratico-pratique, quand on fait un build ou quand on fait un release, ça va être une séquence de tâches qu'on fait exécuter, puis comme tu expliquais, on va chercher les tâches et on les place en séquence pour dire exécute cette première tâche-là, cette seconde tâche-là, cette troisième tâche-là. Exact. Ce que j'aimerais que tu expliques, c'est que ces tâches-là, ils vont rouler dans une instance ou sur un agent. Donc, peux-tu me parler des agents? Comment ça fonctionne? D'accord. Fait que là, Microsoft n'a pas un historique super génial par rapport aux agents. Si comme moi, tu le sais, depuis 2005 qu'on est avec ce produit-là. Écoute, on a eu toutes sortes d'agents. Il y en a que c'était pas vraiment un agent, c'était un service Windows qui roulait puis qui faisait il écoutait puis il exécutait des proj files, par exemple. On a passé à des agents qui exécutaient du XAML. Ensuite, on faisait ça, c'était pour faire des builds. Après ça, Microsoft a acheté InRelease, je sais pas si tu te souviens de ça, pour exécuter encore une fois des processus XAML, mais au niveau du déploiement cette fois-là. Et puis là, ben on est rendu avec des tâches. Donc là, ces tâches-là sont enrobées. C'est des tâches, soit des tâches PowerShell ou des tâches TypeScript qu'on peut écrire nous-mêmes, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Et puis, ben ces agents-là, au début, donc la première version où ces agents-là sont sortis, ils fonctionnaient seulement sur Windows. Donc, c'était des agents Windows, donc sur des machines Windows. Et puis, essentiellement, ils sont, on va parler il y a deux modèles, là, un pull puis un push. On va en parler dans 2 secondes. Mais essentiellement, ces agents-là, ben, ils recevaient une tâche puis ils exécutaient du PowerShell ou ils exécutaient du TypeScript. Et puis là, ben, Microsoft, comme ils sont de plus en plus open source, puis tu sais, l'open source, c'est l'amour et la joie. Et à ce moment-là, ils ont dit, ben là, OK, il faut qu'on supporte des agents qui vont rouler sur du Mac. Il faut supporter des agents qui vont rouler sur Linux. Donc, ces agents-là sont maintenant des agents qui sont plus basés sur le Node. Et puis, ils roulent donc sur toutes ces plateformes-là. Et puis, ils peuvent pas, évidemment, un agent Mac ou un agent Linux, ben, il peut pas rouler du PowerShell. Étienne, je t'écoute, juste pour que je sois sûr. Là, tu sembles laisser sous-entendre qu'un agent Linux roulerait pas du PowerShell, mais je pense que ça roule du PowerShell. Ah, c'est possible. Écoute, tu sais comme moi, Mario, si tu regardes sur leur liste là, des nouveaux features, toutes les 3 semaines, il y a des nouvelles affaires. Donc, c'est très possible que maintenant, ils ont installé le PowerShell Core sur ces agents-là. Je te confirme que ça roule. Moi, j'ai fait rouler du PowerShell en fin de semaine sur des agents Linux sans problème. Donc, super. Donc là, je continue sur la discussion les types d'agents. Donc il y a il y a 2 types de manières que ces agents-là fonctionnent. Donc ils fonctionnent soit en mode unique
ou en mode multiplateforme. Donc, ça, on en a parlé du fait que ça roule en Node, puis on peut downloader une version qui est x86 pour rouler ça sur du Windows. Mais ces agents-là, donc, ils peuvent rouler dans 2 types de pools. Donc, on appelle ça la gestion du nombre d'agents, si tu veux, là. Donc, tu peux créer un pool qui a un groupe d'agents dedans. Puis généralement, quand tu es dans TFS ou quand t'es pas hosté, tu mettrais un agent par CPU ou par core, si tu veux. Mais dans le cloud, ben il y en a autant que tu en as besoin. Là. Autant que tu achètes de licence pour rouler des affaires en parallèle, tu peux faire ça. Mais il y a un modèle où est-ce que tu as un pool d'agents, tu lui envoies une tâche, puis lui, il pousse tes affaires. Donc, l'agent reçoit une commande qui dit « Installe-moi un ARM template ». Ben, lui, il se vire de bord, puis il parle à Azure, puis à ton compte Azure, puis il dit « J'installe un ARM template dans ton compte, dans un resource group, etc. » Puis, tu as un autre mode qui s'appelle « Deployment Group ». Puis, ce mode-là, dans Azure, c'est un petit peu plus difficile. Dans Hosted, c'est un peu plus difficile parce que le but de ça, c'est d'installer un agent sur une cible. Donc, par exemple, si toi, dans ton environnement, tu utilises des sites IIS dans ton environnement local à toi ou bien dans une VM dans Azure, tu peux lui dire « Je veux installer un agent sur cette machine-là » et puis lui, il va tirer la commande. Donc, lui, il se vire de bord puis à toutes les X secondes, il demande à VSTS « J'ai-tu quelque chose à faire? J'ai-tu quelque chose à faire? » Puis là, s'il y a quelque chose à faire, ben il prend la commande puis il l'exécute localement sur cette machine-là. Donc, ça, c'est fait pour, par exemple, si tu veux déployer plein de choses en parallèle, tu pourrais dire « Je veux déployer mon site web, ma base de données, mon site de service, tout en même temps sur 3 machines différentes, ben, il pourrait tout partir en même temps puis déployer toute ton affaire sur multi-machines. Ce que l'agent hosté, lui, il faudrait qu'il pousse sur tes 3 machines. Donc, il faudrait que il fasse en série, par exemple. Tu sais, il pousse ta première machine, ton site web, après ça, ta base de données, après ça, ton service, par exemple. Puis qui est le mode par défaut. C'est-à-dire que quand tu te crées un agent, le mode par défaut, c'est qu'il pousse une par une les tâches, il essaie pas de dérouler en parallèle du tout. Tout à fait. Ce qui fait un modèle très prévisible et qui prend encore là, probablement pour 90% des clients, c'est très satisfaisant. Là, les scénarios que tu expliquais, c'est plus quand on a des gros builds puis qu'on veut diminuer le temps, avoir des meilleures performances. Mm-hmm. C'est ça qui est fabuleux, c'est que le produit permet toute cette configuration-là, mais pour pas faire peur aux auditeurs qui sont peut-être nouveaux, t'as pas besoin de savoir ça, tu prends les valeurs par défaut, puis 99% du temps, c'est bien parfait aussi, là. Ça va remplir la job, puis généralement, tu vas pousser ton site web dans Azure Platform ou tu vas pousser une template ARM pour créer une VM ou même là, ça c'est un petit peu plus high-tech, mettons, là. Mais pousser ton site web sur IIS, pousser une base de données dans Azure DB, tout Azure, c'est cool Azure. Donc, toutes ces choses-là, c'est tout dans le produit, c'est tout très, très facile. C'est une tâche que tu rajoutes, puis tu y mets ton contenu, ton DACPack ou ton zip de MS Deploy, puis il va s'en occuper pour toi. Puis, habituellement, c'est pas que des choses qui prennent des heures à configurer, là. Non. Créer un premier build pour être capable de construire un site web, après ça, le déployer. En 10-15 minutes, c'est fait. Ouais. Puis là, tu as le plaisir de voir ton site web déployé automatiquement. Ouais. C'est sûr qu'après ça, là, quand tu vas faire évoluer ton produit, tu vas peut-être le rendre de plus en plus complexe, mais au départ, ça se fait assez bien. Oui, tout à fait. Donc, on a expliqué finalement qu'on a beaucoup de flexibilité. On peut même créer nos propres tâches. On peut tout configurer si on veut faire rouler justement les agents en parallèle. Tout se fait. Et puis, ce qu'on expliquait, c'est que la beauté de ça, c'est que c'est un service que Microsoft offre presque gratuitement. Mm-hmm. Mais pourquoi on irait vers Azure Pipeline plutôt que de prendre, par exemple, l'offre open source? Parce qu'il y a de la compétition. Donc, c'est quoi les forces de Microsoft? Ben, je pense que le gros de ce que nous offre Pipeline, c'est que c'est le produit, le premier produit de Microsoft par rapport à Azure DevOps, c'est le CICD, c'est les pipelines. Et puis, tout ça, c'est intégré
directement avec Git, avec les repos Git dans Azure DevOps. C'est intégré directement avec GitHub parce que Microsoft a acheté GitHub. C'est intégré directement avec leur outil de boards, donc pour les systèmes de travail, tout ça. C'est intégré avec les outils de test que les autres utilisent. Donc, toutes ces choses-là fait que on a une traçabilité extraordinaire qui vient avec le produit, même si on n'a pas les meilleurs produits pour faire la gestion du thème de travail, même si on n'a pas les meilleurs outils de test, on peut prendre ces outils de test-là et puis les faire marcher dans Pipeline si on veut. On peut même partir Jenkins, il y a une tâche de démarrer du Jenkins dans VSTS aussi, dans Azure DevOps, aussi. Donc, on peut même partir les tâches des compétiteurs si notre pipeline vraiment implique des morceaux qui sont exécutés en Java, par exemple, des choses qui sont déployées au mainframe, des affaires qui sont exécutées sur le Mac pour faire des applications iOS ou même Mac. Donc tout ça nous permet, il y a des tâches pour tout faire ça, c'est intégré à tous ces environnements-là. Donc ça, c'est un gros plus que la compétition a pas, parce que la compétition, ils sont spécifiques sur un type d'outillage. Si tu prends Octopus Deploy, mettons, ils font du déploiement dans toutes sortes de plateformes aussi, mais ils font juste du déploiement. Ils sont pas intégrés dans rien d'autre. Jenkins, ils font du build puis du déploiement, mais généralement, c'est utilisé pour faire du Java. Donc, tu sais, si tu vas-tu te servir de Jenkins pour faire du Windows? Peut-être, ça marche, mais tu sais, c'est plus quirky, mettons. Souvent, c'est ce qui va arriver, c'est que si tu vas avec les produits compétiteurs, tu vas devoir utiliser 2, 3, 4 technologies de déploiement, parce que quand tu arrives à déployer tes mobiles, là, tu vas prendre un produit comme Heroku, en tout cas d'autres compétiteurs. Là, tu arrives à faire du Java, tu vas prendre un autre outil de pipeline. Tu arrives pour faire du Windows, c'est un autre. La grande force de Azure Pipeline, c'est que eux, ils te donnent une solution unique qui déploie vers toutes ces plateformes-là. Puis même, toi, t'as démontré, cet été chez un client, t'as même déployé vers du mainframe à partir de Azure. Puis moi, je viens de passer, j'ai déployé vers vers directement, tu peux partir de ton Azure Pipeline, déployer directement dans le store de iOS ou dans le store d'Android. Exact. Donc, cette grande force-là, c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont une offre unique sur le marché. Ils ont une offre unique, puis avec l'acquisition de GitHub, faut pas le mettre en arrière. Ça, c'est un gros move de Microsoft pour dire, nous, tout ce qui est l'open source qui est géré sur GitHub, puis il y en a énormément, nous autres, on va vous donner la possibilité de faire des builds CICD gratuitement. Donc, ça s'intègre avec leurs produits. On peut maintenant, dans Azure DevOps, on peut dire mon gestionnaire de code source, ça sera pas Azure DevOps, ça va être GitHub. Et puis, regarder la vie via Azure DevOps, donc nos boards, nos affaires, nos systèmes de travail, tout ça. Puis notre gestion de code source, on push nos affaires dans GitHub, ça démarre des builds, ça attache même les systèmes de travail dans GitHub, parce qu'on peut, il y a une intégration maintenant qui se fait avec les systèmes de travail là aussi. Donc, si on veut pas utiliser TFSVC ou on veut pas utiliser la solution Git de Azure DevOps, on peut se servir de GitHub aussi maintenant. Donc, on voit vraiment là que ils sont mis sur ils sont placés dans l'industrie que c'est un peu incontournable de les utiliser, mais le monde sont encore perplexes avec tu sais, c'est Microsoft, tu sais, c'est robuste, ça marche-tu bien? Puis je pense que plus ça va, plus on voit que la robustesse de ce produit-là est extraordinaire, puis que il continue de rajouter des features à toutes les 3 semaines. Ça continue là, d'avoir de plus en plus de choses qu'on peut faire dans ce produit-là. Là. On voit beaucoup de gens qui n'aimaient pas Microsoft, qui vont clairement dire j'aime toujours pas Microsoft, mais le produit Azure Pipeline, fantastique, j'ai jamais rien vu d'aussi fabuleux. Oh, non. Il adopte aussi Visual Studio Code, qui est un produit fantastique aussi. Oui. C'est vrai, t'as raison. Non, t'as pas tort. Mais c'est quand même assez surprenant, et ce qui est quand même fort à savoir, c'est que c'est pas parce que tu adoptes Azure Pipeline que tu dois adopter tous les autres produits de la suite Azure DevOps. Exact. C'est-à-dire,
Tu pourrais, par exemple, être sur Jira pour ta gestion de tes tableaux Kanban, exact. Donc de tes systèmes de travail, mais travailler avec Pipeline. Puis là, après ça, c'est de décider, finalement, quand tu décides de faire ce choix-là, c'est où tu veux, quel type de souffrance tu vas avoir à résoudre. C'est-à-dire que si tu prends Pipeline puis tu prends tout ce qui est intégré avec zéro effort, comme par exemple les boards qui viennent d'Azure DevOps, la gestion de code source avec Git, la gestion des artefacts ou en tout cas de tes NuGet, ouais. Tout à fait. Donc ça c'est tout standard, t'as rien à faire. Mais si tu décides, par exemple, que tu vas prendre Jira, ben là, tu vas avoir quand même de ton côté de Jira à venir faire une petite configuration pour dire, ben là, moi, je veux travailler avec Pipeline. Donc, tu vas avoir un petit effort à faire. Mais puis pas juste l'effort, c'est que tu perds ton intégration. Parce que l'intégration à Jira puis Azure Pipeline, oui, je peux dire que quand je fais un check-in dans GitLab ou dans GitHub, si j'utilise Jira, ça peut partir un pipeline puis tout ça, mais t'as plus d'intégration là, rendu là. Oui, mais par contre, tu vas avoir un pipeline je vais exagérer là, mais des milliers de fois meilleur que ce que offre la compagnie Atlassian. Oui. C'est sûr que les autres aussi ils ont une offre, mais ils sont à des années-lumière d'à côté ce que fait Pipeline. Ils sont encore beaucoup... ils commencent à penser à un modèle en forme de service, mais souvent leur solution, c'est qu'installe-toi tes propres serveurs, déploie ton node. En tout cas, tu sais, finalement, tu te retrouves avec une charge de travail qui te demande quasiment 3 semaines de setup avant de pouvoir commencer à faire un build. Exact. Tandis qu'avec Azure, ça se fait, comme je l'ai dit, en 10-15 minutes. 10-15 minutes. Puis après ça, peut-être même moins quand tu connais le produit. Oui, exact. Oui, tout ça. Mais mon point, c'est juste d'expliquer à nos auditeurs que c'est comme un incontournable. En tout cas, je peux pas trouver un argument que la compétition pourrait trouver pour dire je suis capable de battre Azure Pipeline. Aujourd'hui, là, c'est vraiment un produit unique sur le marché. Après ça, la question, c'est est-ce que tu vas adopter autre chose que juste Pipeline? C'est-à-dire, c'est un peu comme je vais faire une analogie, mais tu sais, dans les années 90, quand Microsoft sont arrivés avec la suite Office. À l'époque, t'avais Excel, t'avais PowerPoint, t'avais Word, qui étaient les 3 produits qui étaient les 3 premiers produits qui sont apparus dans la suite. Moi, je les ai connus en produits séparés. Étienne aussi, les a probablement connus, donc fin des années 80, début des années 90. Je sais pas si tu te souviens, le produit PowerPoint, initialement, c'était, mettons, pas un très bon produit. C'était très, très, très faible. Et à l'époque, un de leurs compétiteurs, c'était Harvard Graphics, qui était un logiciel de présentation fantastique. Mais qui a pas tenu la route parce que l'argument premier que le monde disait, c'est je veux Excel. Puis là, un coup, tu choisis Excel, tu dis là, gratuitement, je peux avoir Word puis je peux avoir PowerPoint. Ici, c'est un peu la même chose. La clientèle, faut qu'elle se pose la question, j'ai-tu besoin plus de pipeline ou de tableau Kanban? Ou, par exemple, d'un wiki, parce du côté Atlassian, leur solution Confluence de wiki est fabuleuse. Ils ont probablement le meilleur wiki sur le marché. Mais qu'est-ce qui est plus important quand tu réfléchis? Est-ce que tu veux juste un wiki ou tu veux un wiki, un pipeline, tout ça? Donc, c'est sûr que tu peux tout intégrer, mais il faut que tu sois conscient du coût que ça va te coûter. C'est sûr. Puis comme tu dis, quand tu vas payer ta solution Azure DevOps à $5 par mois par usager, quand tu prends en bas de 20 usagers, puis là, ça plus que tu en prends, puis moins que ça coûte cher, ben c'est sûr que quand tu payes ça, puis tu as toutes les affaires, c'est difficile pour des entreprises de dire, ben là, je vais payer une licence de Confluence ou je vais payer une licence de Jira aussi, en plus que, parce que tu vas payer ton pipeline anyway, puis tu vas avoir toutes ces autres affaires-là avec. Fait que là, bon, tu sais, moi, je vois chez beaucoup de clients, puis ils se posent la même question. C'est comme, ben là, on a les irréductibles chargés de projet qui disent que Jira, c'est la meilleure affaire depuis le pain béni. Puis là, tu leur dis, ouais, OK, sure, mais qu'est-ce que vous faites après? Ben là, on est dans VSTS pour tout le reste. Ah oui, ils sont déconnectés. C'est ça. Fait que là, tu te dis, ben, OK, mais là, moi, je vois pas ce qu'ils font, les autres. Là, ils ont beau avoir un beau burn down puis tout, mais tu peux faire à peu près la même affaire. Puis là, finalement, ils répètent des tâches
des PBI ou des requirements dans Azure DevOps qui pointent à un Jira pour dire, ben là, regarde, ça, c'est la même affaire, pour pouvoir faire des liens, pour avoir cette traçabilité-là. Puis là, t'es là, ben, pourquoi vous répétez vos affaires? Comme laissez tomber l'autre affaire. Mais là, tu sais, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de clients qui se posent exactement ces questions-là. Mario, écoute, c'est tout intégré, ça vient avec, je paye un prix par mois par développeur que j'ai. Puis ça, c'est si j'ai pas une licence MSDN. Parce que si j'ai une licence MSDN, c'est encore plus gratuit, parce que ça vient avec. Tandis que si j'ai pas un MSDN, ben là, je paye par usager. Mais généralement, les entreprises, ils en achètent des MSDN pour leurs développeurs. Donc, ils finissent par pas vraiment payer grand-chose. Ils payent dans la licence, ouais. Ben, en fait, ils payent pour la licence MSDN, on s'entend, là. Mais ils ont Visual Studio avec ça, puis tout l'outillage qui vient avec ça. Puis en plus, ben, ils ont un accès à Azure DevOps gratuit, là. Puis l'autre chose qu'il faut pas négliger non plus, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont multiplateformes, et une des plateformes sur lesquelles ils doivent quand même aussi supporter, c'est un Macintosh. Mm-hmm. Et là, le Mac, la force du Azure Pipeline, c'est que tu peux builder pour un Mac pour 0 sous, tandis que si il y a des solutions compétitrices que ça coûte de l'argent, ou sinon, il faut que tu t'installes des Mac, que tu gères ton pack de serveurs Mac ou de machines Mac pour construire, ce qui est vraiment... rapidement, là, quand tu commences à regarder le coût, parce que ça te prend des ressources, des employés qui connaissent comment monter un Mac, connaissent, tu sais, rapidement, ça tient pas la route quand tu fais des comparaisons des coûts. Puis là, ben c'est comme tu dis, c'est finalement tous les coûts de gestion du pipeline versus tous les coûts de gérer un Kanban board ou de gérer un burn down chart ou un backlog dans un produit comme Jira. Lequel qui me coûte le moins cher, là, mais tout ça pour ramener que c'est une décision importante pour les organisations, c'est de choisir, premièrement, leur solution de pipeline, c'est important qu'ils fassent le meilleur choix. Puis après ça, c'est de se poser la question comment on garde l'intégration, parce que tu peux pas avoir un pipeline en solo complètement débranché du reste, là, parce que la traçabilité, c'est fondamental. Mais Étienne, je pense que ça fait le tour. Puis on te remercie beaucoup. Puis ben là, nous, écoutez, on vous revoit dans un mois, donc on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Donc à la prochaine. Au revoir.